Bonjour à tous. Bon, petite vidéo où je vous compile plusieurs petites vidéos pour que vous fassiez vous-même votre avis. Est-ce vraiment un complot? Est-ce vraiment du complotisme? Est-ce vraiment des fake news? Sont-ce vraiment des fake news? Du baratin, des bullshit, des conneries? Est-ce que ça n'existe vraiment pas? Qu'est-ce que vous pensez des propos d'Ariane Bilran? Qu'est-ce que vous pensez des propos des journalistes sur les plateaux télé, avec Christine Kelly sur CNews, entre autres? À vous de me dire ce que vous en pensez. Moi-même, je suis en pleine interrogation. Particulier, et puis même quand on en discute avec eux, on se rend compte que ça a pu apaiser quand même certaines choses. Par exemple, tout ce qui concerne le tabou sur les règles, en discutant avec certaines filles, elles se rendent compte quand même que les garçons sont plus attentifs, sont moins dégoûtés. Déjà, il y a eu des changements au niveau de l'hygiène, parce que c'est vrai qu'il faut savoir qu'avant, les garçons, dans leurs toilettes, c'était très odorant. Et c'est vrai que maintenant qu'on a cette mixité, c'est devenu plus propre. Par exemple, les règles, c'est vrai que maintenant les garçons sont moins choqués quand on voit des serviettes hygiéniques ou du sang dans les toilettes. C'est vrai qu'au début c'était assez bizarre quand on allait aux toilettes, on voyait qu'il y avait des filles, et quand les filles allaient aux toilettes, on voyait des garçons, c'était un peu bizarre, mais au fil du temps on s'habitue assez vite. Oui, c'est devenu habituel. C'est devenu normal en fait. Nous, on tient vraiment à rassurer. C'est quelque chose qui s'est fait, mais très simplement. Il a fallu quand même expliquer, rassurer, en disant qu'il y aurait une surveillance qui était présente comme avant, que c'était simplement une signalétique qui allait changer et qu'en soi, c'était un lieu qui restait aussi important qu'avant, autant surveillé, qu'il n'y avait que des craintes d'adultes et finalement que les enfants l'ont pris tout à fait simplement et tranquillement. Toilettes réservées aux filles et aux garçons, place à la mixité. C'est un peu plus bizarre d'être avec des filles dans les toilettes, mais... C'était un peu bizarre parce que les filles, on avait notre intimité un peu de nous toutes seules dans les toilettes entre nous. Ça m'a un peu surpris. Et des choses entre filles, on va faire plus attention parce que si les garçons y voient, c'est bizarre un peu. Je suis donc professeure en collège, je me reconnais pas dans un genre, les élèves me reconnaissent pas vraiment dans un genre non plus, et du coup finalement ils utilisent madame ou monsieur de manière un peu alternée, en sachant qu'il y a écrit madame sur tous les emplois du temps, du coup ils se corrigent un peu entre eux quand il y en a un qui dit monsieur. J'aimerais savoir quel pronom vous préférez qu'on utilise pour vous. Al, ol ou ul,
qui sont des pronoms non binaires. Oui, allez King Kong. Donc là maintenant, il y a des collégiens de 12 à 15 ans qui peuvent plus aller aux toilettes tranquilles sous peine de croiser quelqu'un du sexe opposé, juste parce qu'il y a 2 profs qui chialent. Au collège. Pas université, un collège. Ça c'est un épisode de South Park, au cas où. T'as vu, je comprends pas un truc. C'est ton choix de t'appeler Yel, Hul, Hal, Mégatron, Megazord, Adav, tout ce que tu veux. Ça c'est ton choix, t'as vu? Ça c'est ta liberté d'expression. Jusqu'à là on est d'accord. Nos sœurs qui mettent des robes un peu trop longues, un peu trop amples. Là c'est domaine religieux genre. Surtout que là on a vu que les toilettes mixtes, ça cassait la tête à tout le collège. Tous les élèves qu'ils ont interrogés, ils ont dit ouais ça casse la tête, on veut pas de ça. On veut pas de toilettes mixtes. Mais y a pas de problème. On force le truc. Et là pour faire le rapprochement avec la fameuse robe trop longue, me faites pas croire qu'une robe ça vous casse la tête. Moi je vous mens pas, j'ai rien contre la France, mais ça a ni queue ni tête. Et de plus en plus. Mais quelle forme prennent ces cours? À quoi ressemble cette formation sexuelle aux enfants? On veut tout savoir. Alors, avant d'en arriver justement à ce dérapage, ces dérives évoquées par SOS Éducation, il faut revenir sur la nature de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation à la sexualité à l'école. Alors, c'est une obligation depuis 2001. Ça fait partie du programme pédagogique depuis 2001. Mais on pourrait dire que c'est, selon les autorités, c'était jusqu'à tout récemment l'enfant pauvre de la formation. En gros, dès lors qu'on avait une minute à prendre quelque part, on apprenait sur cette éducation, en disant qu'il y avait probablement d'autres choses enseignées à l'école que ce qu'ils appellent l'éducation à la sexualité. Septembre 2022, Papendiaï annonce qu'il donnera une grande importance à la chose, qu'il veut en faire un élément central de son action comme ministre. Il nous explique qu'elle ne doit plus passer à la trappe. Et il y revient d'ailleurs, soit dit en passant, en mars, donc il y a quelques semaines à peine, en disant qu'il faut véritablement lui accorder toute son importance. D'autant que 3 associations ont saisi le tribunal de 2 mars, ont saisi le tribunal administratif de Paris pour demander la pleine application de la loi qui rendait ces cours obligatoires. Les associations SILAction, SOS Homophobie et le planning familial. Les enfants sont traumatisés. Ils vont rapporter ça à leurs parents. Puis je donne ce qu'ils ont rapporté à leurs parents pour qu'on donne une idée du contenu de cet enseignement improbable. Alors, et voici les réponses apportées par l'infirmière aux élèves d'âge d'environ 10 ans. Pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon. Le garçon suce le vagin de la fille et peut avaler quelque chose. Pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. On peut faire le sexe dans les fesses. Et dites aux parents de vous vacciner contre le papillon. C'est précis à tout le moins. Pour ce qui est de la question des LGBT, on explique, alors dans cette séance, on a pris la peine de préciser la signification de chaque lettre. Je suis heureux qu'il ne soit pas en Amérique du Nord parce qu'il y aurait eu beaucoup plus que 4 lettres, soit dit en passant. Nous, on est rendu beaucoup plus loin. Et on a pris la peine d'expliquer qu'on peut changer de sexe. On peut changer de sexe en prenant des médicaments qui permettent de changer de sexe lorsqu'on est enfant. Donc, la possibilité de changer de sexe, elle est donnée aux enfants de 10 ans dans le cadre de cette activité pédagogique. Je suis médecin. J'ai été chef de service en pédopsychiatrie pendant 35 ans, professeur associé de psychologie de l'enfant, et je parle aujourd'hui au nom d'un groupe de professionnels de l'enfance, lanceurs d'alerte, très inquiet de ce qui attend les enfants et les adolescents si nous ne nous mobilisons pas. Auparavant, pour anticiper les critiques à venir, je précise que je suis athée et qu'il n'est pas question ici de religion, mais de protection du développement affectif de l'enfant. Et j'ajoute qu'entre 1971 et 1973, j'ai pratiqué des avortements bénévolement afin de créer un état de fait avant le débat parlementaire sur la légalisation de l'IVG. Venons-en aux faits. Ce programme présente plusieurs risques majeurs. Tout d'abord, il fait intrusion de manière traumatique dans le rythme de croissance affective des enfants. Par traumatique, je veux dire qu'un certain nombre d'entre eux vont mal après cet enseignement. Pourquoi ne pas attendre que les enfants posent des questions sur la sexualité au moment où ils en ressentent le besoin? Pourquoi ne pas laisser la sexualité dans le domaine de l'intime? Car c'est le domaine de l'intimité par excellence. Les enfants n'auraient-ils pas de pudeur? Pourquoi des adultes éprouvent-ils le besoin de prendre une place de séducteur initiateur? Et il est évident qu'en introduisant précocement des informations techniques, on risque de séparer la sexualité de la vie affective. Donc on fiche la paix aux enfants. Mais il y a plus encore. Ce programme introduit aussi la théorie du genre.
c'est-à-dire l'idée selon laquelle notre identité sexuelle, garçon ou fille, masculine ou féminine, est une construction sociale qui n'est pas liée à notre sexe biologique. Donc, comme notre identité sexuelle serait liée à notre manière d'élever les enfants, les filles jouent à la poupée et les garçons au cow-boy, il faudrait sortir de ces modèles, les déconstruire, avec comme objectif, je cite, qu'un enfant intègre la liberté de choix de ses modèles sexuels, et ceci à la période même où il s'identifie à ses modèles familiaux, à son père ou à sa mère. Il s'agit donc d'une attaque des processus de filiation. L'enfant pourrait en quelque sorte choisir à quel sexe il souhaite appartenir. Cette théorie très contestée n'a aucun fondement scientifique. Cette idéologie, qui prône une égalité non pas entre tous dans l'accès aux droits fondamentaux, mais de tous, voudrait la négation de la différence des identités masculines et féminines. Ce projet, qui consiste à couper l'enfant de l'éducation familiale, pour lui proposer une éducation, disons même un formatage, fait par l'État, est la marque des fonctionnements totalitaires. Rappelez-vous l'histoire avec un grand H. Une autre affaire là qui est sortie, un rapport de mars 2023 du 8 mars 2023, c'est la dépénalisation des actes pédocriminels promu dans un rapport de l'ONU en date du 8 mars 2023 sous couvert de protection des droits de l'homme. Donc en clair, l'idée que un adulte ait une attirance sexuelle pour un enfant, ce serait un penchant comme les autres, ce ne serait pas un comportement criminel. Et donc ONU-SIDA et le Haut Commissariat aux droits de l'homme, dans ce rapport, exigent l'application du droit international des droits de l'homme au droit pénal en recommandant la dépénalisation des délits liés, je vais citer, au sexe, à la consommation de drogue, au VIH, à la santé sexuelle et reproductive, donc on y est bien, au sans-abrisme et à la pauvreté. Et il appelle à la dépénalisation donc des relations entre adultes et mineurs à condition que ces derniers soient consentants. Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas du tout entendu parler ? Il y a un plafond de verre dans les médias. Moi, je m'en suis aperçue en 2017. C'est-à-dire qu'en fait, les médias traditionnels, les médias officiels, disent une partie de la vérité, mais ne disent pas toute la vérité. Je me souviens, ça m'avait marqué, il y avait un article je crois que c'était Libération, je sais plus, un moment où il y avait les histoires avec Marlène Schiappa, qui nous avait expliqué, non, l'école n'enseigne pas la masturbation à 4 ans. C'est une vérité partielle. C'est-à-dire, c'est pas l'éducation nationale qui enseigne la masturbation à 4 ans, c'est effectivement les directives de l'OMS qui passent par le ministère de la Santé, qui, lui, forme des équipes selon ces directives de l'OMS et donc ce fameux document standard pour l'éducation sexuelle en Europe, un cadre de référence pour les décideurs. Quelle est l'origine de textes aussi pourris ? Comment c'est possible ? C'est sorti du cerveau malade de Kinsey, au départ. C'est sorti de... Alors, on a une ramification, j'ai fait beaucoup de recherches pour comprendre, parce que personnellement, j'hallucinais complètement de lire ces textes. J'hallucinais tellement que je me suis dit, je vais les lire en anglais, en espagnol, parce que ça doit y avoir une problème dans la traduction. Malheureusement, non. C'est des fois pire. En espagnol, à 6 ans, c'est bien écrit, relations sexuelles avec pénétration. Il y a une précision supplémentaire par rapport au texte français, par exemple, dans les enseignements. Alors, bien sûr, c'est des enseignements qui conduisent à standardiser la sexualité sur la base d'un concept qui serait l'enfant serait sexualisé dès la naissance. Et cette idée-là, elle est née, en fait, chez Kinsey. Alors, Kinsey, c'était un entomologiste, alors il était spécialiste des insectes, mais Rockefeller lui a confié une grande recherche sur la sexualité humaine à l'université d'Indiana, et il a débloqué les financements qu'il fallait à cet homme. Alors, la suite, je viendrai quand même sur Kinsey, ce sont été des recherches pédocriminelles. Nous le devons, la connaissance de tout ça, nous la devons à une femme absolument admirable, aujourd'hui décédée, qui est Judith Reisman, qui était professeure américaine, qui a travaillé pour le département de la justice américain, et qui s'est rendu compte, à force de recherche, que l'échantillon Kinsey pour travailler sur la sexualité humaine, et elle a rencontré des témoins, et puis après je vais vous prendre quelques exemples de ces personnages, eh bien l'échantillon, c'était sur 4120 hommes, 3526 étaient des déviants sexuels avérés, dont 1600 délinquants sexuels et psychopathes incarcérés. Donc voilà l'échantillon pour étudier la sexualité humaine. Donc il y a eu des viols de nourrissons. Dans le livre même
Après l'heure, ça vous a paru crédible? Ça vous a paru fantasmagorique? Impossible? Irréaliste? Infaisable dans notre beau pays qu'est la France? Vraiment? Vraiment? Partagez. Partagez. Nous verrons bien ce qu'en disent les gens. Bonne journée à tous. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison.